Peut-on vraiment bâtir un futur sur un terrain miné? Dans la première partie, je vous ai montré les façades que j'essayais de ravaler pour sauver les apparences. Aujourd'hui, dans cette seconde partie du dossier 4, les masques tombent et les murs se fissurent. C'est le récit d'un naufrage où tout s'accélère. Le corps qui lâche au pire moment, les ambitions qui s'effondrent sous le mépris et cette solitude immense qui s'installe alors qu'on est censé préparer la vie. On croit parfois construire un nid, alors qu'on est en train de sceller planche après planche les barreaux de sa propre cellule. Comment en vient-on à défendre son propre bourreau? Et jusqu'où peut-on s'oublier pour ne pas avoir à affronter le vide? Entrez avec moi dans l'ombre de ce dossier, là où l'instinct de survie se cogne au silence. Nous avons emménagé chez ma tante, dans ce petit appartement qui devait être mon sanctuaire. Dans mon aveuglément, je m'imaginais que la proximité d'un membre de ma famille agirait comme un garde-fou, une pression sociale invisible qui forcerait le visage numéro 2 à reprendre ce masque de protection qu'il avait laissé tomber 2 ans plus tôt. Car la vérité, celle que je tentais de camoufler sous chaque nouveau contrat de location, c'est que l'homme que j'avais aimé s'était évaporé à la seconde où nous avions commencé à vivre ensemble. Dès que le quotidien avait remplacé la séduction, l'effort de représentation avait cessé net. Je ne le reconnaissais déjà plus, mais je m'obstinais à chercher l'ancien lui dans les décombres du présent. Le déménagement chez ma tante était une manœuvre de survie, une tentative de restaurer une lune de miel qui n'était pourtant qu'un investissement lointain, dont il avait déjà commencé à récolter les dividendes par le contrôle. Je n'étais plus à séduire, j'étais acquise, et ce nouveau décor n'y changerait rien. Les murs trop fins sont alors devenus les amplificateurs de ces reproches, rendant notre désastre public. Ma tante, loin d'être le rempart espéré, est devenue un miroir insupportable. Elle pointait du doigt ses attitudes, ses éclats de voix que personne ne pouvait plus ignorer. Mais au lieu de me libérer, cette transparence m'a plongée dans une honte atroce. Par un mécanisme de loyauté absurde, plus elle me mettait en garde contre ce qu'elle voyait, plus je faisais bloc avec lui. Je défendais mon propre bourreau pour ne pas admettre que le protecteur était mort depuis bien longtemps, quelque part entre les cartons de notre premier emménagement. Je redevenais malgré moi cette petite fille que l'on blâme, seule contre le jugement des autres, protégeant l'ombre pour ne pas avoir à affronter le vide. Pour ne pas sombrer, je me suis lancée dans un défi de survie, une dernière charge contre le fatalisme. Reprendre mes études, décrocher ce BTS en comptabilité. C'était mon maquis, mon territoire de résistance. Autour de moi, le sabotage était général. Ma hiérarchie, mes collègues, tous me juraient que je n'avais pas le niveau, que je fonçais dans le mur. Leur mépris a été mon carburant. J'ai arraché ce financement comme on gagne une bataille, et ma fierté était devenue mon unique armure. Mais mon corps, ce traître fidèle, a fini par poser son veto. Une luxation de la rotule, un genou qui lâche, et me voilà immobilisée 3 semaines. 3 semaines d'inertie forcée qui ont brisé mon élan. C'est dans ce silence lourd que mon cerveau a saturé. Les chiffres sont devenus des énigmes, le contrôle de gestion une langue étrangère. J'ai donné raison à ceux qui me voulaient au sol. L'échec au diplôme a été un naufrage, une couche de culpabilité supplémentaire sur un quotidien déjà saturé par le poison conjugal. À mon retour, le verdict est tombé, froid comme une lame. La direction me signifiait mon inutilité, licenciée. C'est sur les décombres de cette vie professionnelle que l'illusion du projet bébé a germé. Je croyais naïvement qu'une naissance allait opérer un miracle, que l'innocence d'un enfant forcerait le visage numéro 2 à redevenir le rempart des débuts. La grossesse est arrivée, réveillant les spectres que j'avais cru enterrer. Le souvenir de cette première vie interrompue 7 ans plus tôt est remonté comme une marée noire. Je me surprenais à rêver d'un grand frère protecteur que cet enfant n'aurait jamais, une sentinelle qui l'aurait défendu contre la cruauté du monde. Cette même cruauté que j'avais apprise par cœur dans ma chair. Les débuts furent un corps à corps entre la joie pure et une terreur sourde. Serais-je une mère ou le reflet de la mienne? Tandis que mon ventre s'arrondissait, le visage numéro 2 s'absentait. Il me faisait me sentir repoussante, fuyant cette peau qui ne m'appartenait déjà plus, prétextant que ma douleur le faisait souffrir pour mieux s'éloigner. Pourtant,
Au second trimestre, la vie a fini par prendre toute la place. C'était une fille. J'ai plongé dans les prénoms, les dentelles et la couleur comme on se bâtit un abri anti-atomique. Pour sceller cette promesse, nous avons acheté un appartement, un projet de plus, un décor de plus pour masquer le vide immense qui nous dévorait. L'emménagement a eu lieu un mois avant le terme. Enceinte jusqu'aux yeux, lestée de 20 kilos et le dos en lambeaux, j'ai tout emballé seule. Pendant qu'il déchargeait le camion, je subissais le fouet de ses mots. Tu es enceinte, pas malade? Sans moi, tu aurais rien fait. Je me revois encore assise en tailleur sur le sol nu, silhouette de la baudruche prête à éclater, assemblant laborieusement les planches de notre lit dans la poussière du neuf. Je montais les murs de mon futur sous les crachats, ignorant que je consolidais surtout ceux de ma propre solitude.